Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous examinerons les horribles derniers moments des gardiens de zoo qui ont perdu la vie aux mains des animaux qu'ils soignaient. Cela va d'un éléphant en Inde à un ours noir dans les forêts glacées du Canada. Mais d'abord, au Texas, la routine d'un gardien principal avec un lion est devenue son dernier acte. C'était le 19 juillet 2013. Le vieux parc animalier à l'extérieur de Houston montrait son usure sous le chaud soleil d'été. Michael Turner avait 44 ans, il travaillait avec les grands félins depuis plus de 15 ans. Les autres travailleurs disaient qu'il était calme et prudent. Il a toujours veillé sur son équipe et les animaux. Turner aurait pu accepter des emplois dans des endroits plus grands et plus modernes, mais il est resté dans ce parc. Il sentait que c'était son devoir de protéger les animaux. Le parc était ancien et manquait de moyens financiers. Turner connaissait les risques de son travail, mais il avait confiance en ce qu'il avait appris au fil des années. Cet été-là, le parc a embauché un nouvel employé. Turner lui enseignait le métier. Turner aimait montrer aux nouveaux comment les choses fonctionnaient en entrant dans les zones animales avec eux. Il pensait que c'était mieux que de simplement regarder de l'extérieur. Ce jour-là, il voulait montrer au nouvel employé comment nourrir Kuma, un lion mâle qui pesait 450 livres. Les employés avaient dû parler d'un loquet de porte cassée toute la semaine. À la radio, on disait que la porte se bloquait parfois. Turner avait entendu cela. Il était au courant, mais il avait des visiteurs qui regardaient et un nouvel employé à former, alors il a continué avec son plan. Le parc animalier avait l'air délabré. Les clôtures en bois étaient des vieilles et usées par le temps. Les clôtures en treillis métalliques s'affaissaient à certains endroits. L'herbe haute poussait à l'état sauvage près des chemins de promenade. Les zones des lions étaient vastes, mais dépendèrent de portails coulissants en treillis désuets. Chaque loquet devait être fermé à la main et les mécanismes se coinçaient souvent ou frottaient contre leur cadre. Cet après-midi-là, il faisait très chaud. Le soleil tapait sur les chemins de gravier et les clôtures métalliques. Les ouvriers de maintenance se tenaient près d'un hangar, observant les gardiens d'animaux travailler. Les cigales bourdonnaient bruyamment sous la chaleur. Les lions sont conçus pour tuer. Les mâles peuvent peser plus de 400 livres, leurs pattes peuvent écraser des os. Leurs mâchoires peuvent briser des crânes. Dans les zoos, ils peuvent vivre de nombreuses années, mais ils ne perdent jamais leurs instincts sauvages. Même lorsqu'ils semblent calmes avec des personnes qu'ils connaissent, les lions peuvent devenir violents sans avertissement. Ils réagissent rapidement aux sons, aux odeurs ou à tout ce qui diffère de leur routine. Kuma avait été nourri des milliers de fois auparavant, mais le danger était toujours présent. Il y avait des signes d'avertissement avant que Turner n'entre dans l'enclos. Kuma marchait de long en large le long de la clôture. Sa queue frémissait, il regardait les travailleurs à l'extérieur. Le nouveau gardien a vu que le portail était difficile à fermer quand Turner l'a tiré, mais il n'a rien dit. Quand Turner a fermé le portail derrière lui, il a fait un bruit métallique grinçant. Le loquet ne s'est pas complètement enclenché. Les travailleurs à proximité diraient plus tard avoir vu la porte se déplacer légèrement lorsque le lion a poussé contre. Même avec ses signes avant-coureurs, Turner a continué. Il a commencé à déplacer Kuma vers une plus petite zone de confinement. Cela aurait dû être un travail normal et sûr. L'attaque s'est produite rapidement. Alors que Turner guidait le lion avec des signaux manuels, Kuma a bondi en avant. Il a poussé à travers la porte fragile avec une force soudaine. Les spectateurs ont entendu le cadre en acier vibrer et le bruit lourd du lion frappant Turner à la poitrine. Le gardien est tombé à la renverse et a été immobilisé immédiatement. Le nouvel employé a crié à l'aide, mais sa voix tremblait et il s'est figé en voyant ce qui se passait. Les travailleurs d'entretien ont saisi des outils en métal et les ont frappés contre la clôture. Les bruits de cliquetis forts résonnaient dans tout le parc. Kuma rugit. C'était un son profond qui résonnait dans la zone et couvrait les cris de Turner. Au sol, le combat fut court mais terrible. Les pattes de Kuma appuyèrent sur les épaules de Turner. Ses griffes déchirèrent la chemise de Turner et pénétrèrent ses épaules. Les mâchoires du lion se refermèrent sur le torse de Turner, le secouant violemment contre le gravier. Les spectateurs ont dit que la poussière s'élevait du gravier alors que les deux corps roulaient ensemble. Turner a essayé de se protéger. Il a poussé contre le visage du lion, mais le poids était trop important. Ses jambes ont faiblement donné des coups de pied alors que le sang se répandait sous lui. L'air était rempli de rugissements, de cris de personnes et du son creux des ouvriers frappant des barres d'acier. L'attaque a duré des minutes qui ont semblé beaucoup plus longues aux spectateurs. Ils ont essayé d'attirer l'attention de Kuma, mais ont échoué. L'animal était resté concentré sur Turner. Finalement, les mouvements de Turner ont ralenti. Son corps est resté immobile sous la prise du lion. Le nouvel soigneur était pâle et tremblant. Le personnel a dû le retenir car il craignait qu'il ne tente de courir vers la porte. Kuma n'a lâché Turner que lorsque d'autres travailleurs sont arrivés avec des tuyaux d'incendie. Ils ont aspergé de l'eau à travers les barreaux. Le lion s'est éloigné lentement, marchant de long en large avec de l'eau dégoulinant de sa crinière. Turner est resté allongé, immobile. Les secouristes ont été appelés immédiatement, mais ils n'ont rien pu faire en arrivant. Turner était mort sur les lieux. Son uniforme était déchiré. Le gravier autour de lui était taché de rouge foncé. Ses clés et sa radio étaient éparpillées près de la barrière pliée. Le nouveau gardien tremblait et ne pouvait pas s'arrêter.
Il a été emmené à l'hôpital et traité pour choc. Les ouvriers de maintenance sont restés pendant des heures à donner leur témoignage aux enquêteurs. Leurs vêtements étaient encore mouillés par le jet d'eau, le parc a été fermé pendant 6 mois. Les enquêteurs ont déclaré que l'équipement défectueux et les anciennes règles de sécurité ont causé l'accident. Les funérailles de Turner ont été discrètes dans sa ville natale. Il n'y avait pas de caméra, juste la famille et quelques autres gardiens d'animaux sont venus. Les journaux locaux en ont parlé brièvement, mais l'histoire ne s'est pas propagée beaucoup au-delà de la région. Kuma n'a pas été tué. Il a été déplacé vers un endroit plus sécurisé avec des règles plus strictes. La tragédie au Texas a montré comment un seul portail faible pouvait mettre fin à une vie en quelques secondes. Mais à l'autre bout du monde, un gardien expérimenté en Inde devait faire face à une force encore plus lourde, en laquelle il avait confiance depuis des décennies. C'était le 23 août 2014. Le zoo rural, à l'extérieur de Thrissur, Kerala, était occupé par les foules de la semaine du festival et la chaleur matinale pesait sur la zone de lavage des éléphants en béton. Ramesh Pillai avait 52 ans et avait travaillé avec des éléphants toute sa vie. Il a commencé comme adolescent en aidant son oncle. Les autres travailleurs le connaissaient comme patient et minutieux. Il aimait garder les choses bien rangées et suivre les mêmes routines chaque jour. Ramesh vivait à proximité avec sa femme. Son fils adulte, qui s'appelle Sum, aidait parfois les jours de grande affluence. Il préférait le travail tranquille au grand spectacle. Il gardait ses outils organisés et son emploi du temps serré. Les autres membres du personnel lui faisaient confiance pour prendre de bonnes décisions lorsqu'ils étaient en sous-effectif. La semaine du festival signifiait plus de visiteurs et moins de temps entre les groupes. On a dit à Ramesh de laver Suraj, un éléphant mâle de 3674 kg. Il pensait que cela serait plus facile que de déplacer l'animal ou de le nourrir en public. Les jeunes gardiens regarderaient et s'entraîneraient ensuite sous sa direction. Il avait déjà géré Suraj lors de journées difficiles auparavant. L'éléphant semblait bien réagir à lui. Avec une pause entre les groupes scolaires, il prévoyait de finir rapidement et de dégager la zone avant l'arrivée de la prochaine foule. La zone de lavage était un rectangle en béton incliné vers un drain. Elle avait un mur bas d'un côté et des barres d'acier de l'autre. Les algues ont rendu le sol glissant près du drain où le tuyau fuyait souvent. Depuis la barrière, située à une distance d'environ 6 mètres, les visiteurs pouvaient tout voir clairement. La chaîne en acier autour de la patte droite de l'éléphant, les seaux alignés, la brosse rigide dans la main de Ramesh, la vanne d'eau près du mur, l'air sentait la terre humide, le savon et les excréments d'éléphants. Les éléphants mâles asiatiques y sont énormes et se déplacent rapidement pour leur taille. Les mâles adultes mesurent 8 à 9 pieds de haut à l'épaule et pèsent souvent entre 6 000 et 10 000 livres, les plus gros atteignant même plus. Une trompe peut soulever des centaines de livres. Un pied peut exercer des milliers de livres de force sur un petit point. Les éléphants mâles traversent une condition appelée MUST. Cela provoque des changements hormonaux, des écoulements glandulaires et une humeur plus courte. L'entraînement réduit le risque mais il n'élimine pas les instincts sauvages. La sécurité d'un soigneur dépend d'une bonne assise, d'un équipement fonctionnel et de suffisamment d'espace. Il y avait des signes d'avertissement. Des semaines auparavant, Suraj avait montré des signes de MUST. Cette semaine, ces signes s'étaient améliorés, mais il était encore agité. Sa queue claquait et sa tête se levait quand la foule devenait bruyante. Ce matin-là, un jeune gardien a dit que le loquet de la chaîne se coinçait parfois. Il a aussi mentionné que les algues près du drain rendaient le sol glissant. Ramesh a vérifié le loquet et l'a entendu se mettre en place. Il a décidé de continuer sa routine. Il a évalué l'emploi du temps et l'humeur plus calme de l'éléphant contre les petits risques qu'il pensait pouvoir gérer. Les premières minutes se sont déroulées comme prévu. Ramesh travaillait sur l'épaule gauche et derrière les oreilles. Il restait près du mur où il pouvait se retourner rapidement si l'animal bougeait. Suraj agitait ses oreilles et se balançait d'un côté à l'autre. Quelques visiteurs se sont appuyés contre la barrière de protection pour prendre des photos avec leur téléphone. Lorsque la pression de l'eau a baissé, une boucle lâche de tuyau a glissé sur la botte de Ramesh. Il se tourna pour atteindre la valve. À ce moment-là, Suraj s'avança. Il tira fort contre la chaîne jusqu'à ce que le maillon remonte sur le poteau et change l'angle. L'agencement de la zone changea. La chaîne se souleva juste assez pour que Suraj approche sa tête. Le tronc s'est courbé bas, puis s'est relevé, enroulant Ramesh à la taille. Les personnes derrière la barrière ont entendu la brosse frapper le béton et le bruit lourd d'une épaule frappant le mur. Suraj a claironné. C'était un son dur qui remplissait la zone et rebondissait sur le toit, alors que les conversations de la foule se transformaient en cris qui se chevauchaient. Suraj l'a balancé et l'a à nouveau plaqué contre le mur. Ramesh a glissé sur le sol mouillé. L'éléphant a mis son pied droit sur son bassin et son abdomen inférieur, le clouant au sol. Le béton s'est écaillé au bord du drain sous le poids. La trompe s'est appuyée sur sa poitrine, forçant son dos contre le sol alors que le pied se déplaçait et appuyait plus fort. Les gardiens juniors ont saisi une barre en acier et ont frappé la chaîne pour distraire le taureau. Un autre ouvrier a ouvert complètement la vanne. Un jet d'eau puissant a balayé la tête et les épaules de l'éléphant, mais cela n'a eu aucun effet. La pression est devenue plus lente et plus délibérée.
Le pied s'est levé et est redescendu plus haut vers la poitrine, le poids se stabilisant avec une force écrasante. La zone en béton rendait chaque son plus fort, raclant les coussinets de pied, le bruit de l'eau, le retentissement de la trompette, le craquement sourd des os qui se brisent. Les jambes de Ramesh ont bougé une fois, puis se sont immobilisées. Ses clés ont glissé sur le sol jusqu'à la grille. D'autres soigneurs sont venus avec un bâton et ont essayé de repousser la trompe. Suraj s'est dirigé vers eux, relâchant légèrement la tension. Un homme a traîné Ramesh d'un pied avant que la trompe ne se resserre autour de son torse supérieur et le repousse. La chaîne a fait des bruits de grincement, mais a tenu bon. Un autre tuyau a arrosé le côté de la tête de l'éléphant. Suraj se tenait au-dessus du corps immobile, respirant fort. Une défense usée a frotté le mur. Le vétérinaire est entré en courant par le portail de service avec un fusil à fléchette et a visé l'épaule. La première fléchette a touché haut et s'est plantée en biais. Il a fallu plusieurs minutes pour que le médicament calme l'éléphant. Le balancement de Suraj s'est élargi et la pression s'est relâchée lentement. Les ouvriers juniors ont dégagé Ramesh et ont essayé de l'aider sur le béton humide. Sa chemise était déchirée et trempée. Il n'a pas répondu. Les médecins ont atteint le chemin latéral et l'ont déplacé sur une civière. Ils ont continué à essayer de l'aider dans le camion puis ont arrêté. Le personnel se tenait le long de la clôture, les vêtements mouillés par les éclaboussures d'eau, regardant l'air vide alors qu'un tuyau continuait de couler. Le soir, le loquet tordu sur le poteau de la chaîne était réparé. Les enquêteurs ont pris des photos de béton ébréché près du drain et de marques de raclage le long du mur. Le zoo a fermé pendant plusieurs jours, puis a rouvert avec moins de démonstrations et des règles plus strictes pour la zone de lavage. Les animaux captifs n'ont pas toujours besoin de la force brute pour prendre une vie. Parfois, c'est une opportunité mince mesurée en centimètres. Un tel moment est survenu lorsqu'un tigre s'est frayé un chemin par une porte qui aurait dû tenir. C'était le 10 mai 2015. Le zoo de Leipzig, en Allemagne, était animé par la foule du dimanche qui s'alignait sur le pont surplombant l'habitat des tigres pour assister au nourrissage. Hans Becker avait 39 ans et travaillait en tant que soigneur de niveau intermédiaire. Il avait 2 jeunes enfants et était connu pour être ordonné et fiable. Il est arrivé avant l'aube et gardait ses bottes et sa paperasse propre. Les autres travailleurs faisaient confiance à ses notes et à sa capacité à repérer de petits changements chez les animaux. Son expérience lui permettait également de travailler plus vite. Quand le programme public était serré, il lui arrivait de ne vérifier les verrous qu'une seule fois s'ils semblaient corrects la première fois. Il faisait confiance à la sensation de l'équipement et au bruit d'une porte qui se ferme correctement. Ce dimanche, il prévoyait de placer de la viande à une porte cachée pendant que les familles regardaient au d'en haut. Son plan était simple. Placer la nourriture, fermer la porte, vérifier-la, puis signaler que c'était prêt. La zone des tigres était en forme de bol peu profond, avec du sable et de l'herbe. Elle était entourée d'un fossé d'eau et de rebords en pierre. Des pompes à eau bourdonnèrent derrière une petite cascade. Depuis le pont, les visiteurs pouvaient voir les chats rayés, puis les regarder disparaître derrière les rochers. Les tigres sont construits pour chasser par surprise avec une force rapide et mortelle. Les mâles adultes atteignent souvent 9 pieds du nez à la queue et pèsent plus de 400 livres. Leurs pattes avant sont suffisamment puissantes pour casser des os d'un seul coup. Leurs mâchoires peuvent briser des os. Dans les zoos, ils apprennent des routines, mais ils réagissent encore fortement aux portes et aux lieux d'alimentation. Il y avait des signes d'avertissement. Plus tôt cette semaine-là, des ouvriers de maintenance ont noté que la porte nord-est traînait légèrement. Elle se fermait, mais le bord inférieur nécessitait une poussée plus forte. Le programme était serré à cause d'un groupe scolaire supplémentaire. Hans a décidé que la porte était suffisamment bonne pour être utilisée. Avant l'heure du repas, le tigre mâle nommé Raja faisait les 100 pas dans l'arrière-cour. Le bout de sa queue frétillait et ses oreilles étaient en avant. 2 membres du personnel se tenaient à proximité avec des radios, tandis que les parents soulevèrent leurs enfants sur la balustrade pour mieux voir. Hans a porté un seau dans le couloir et a ouvert le panneau intérieur. Il a posé la viande sur le rebord. Le panneau coulissant est revenu, mais il s'est coincé dans le dernier pouce de la piste. Il l'a poussé avec son épaule jusqu'à ce qu'il se ferme en claquant, puis il s'est tourné vers la porte extérieure. Il a mal jugé la fermeture de juste un petit peu. Le panneau intérieur ne s'était pas complètement verrouillé dans sa piste inférieure. Il restait un espace mince là où le joint aurait dû être serré. Quand Hans a lâché la porte extérieure, Raja a poussé de l'autre côté. Le panneau s'est légèrement soulevé dans son rail, juste assez pour que les griffes s'accrochent au bord. Des sons métalliques se faisaient entendre. L'écart s'élargissait. Les visiteurs ont vu une traînée floue de rayures orange et noires. La moitié avant de Raja franchit l'ouverture de la porte en un puissant mouvement qui fit trembler le cadre. Hans se tourna pour courir dans l'autre sens, mais il n'avait que 2 pas de couloir et un mur derrière lui. Le tigre le heurta en hauteur, le projetant contre le mur. Le seau roula et s'arrêta contre la porte. Hans tomba sur une hanche. Le poids du tigre s'est abattu sur lui. Les pattes avant lui, immobilisant les épaules. Les griffes ont déchiré ses vêtements et sa peau. Raja s'est déplacé plus bas et a mordu le côté gauche de son corps. La secousse qui a suivi a été brève et violente. Sur le pont, des gens criaient avec des voix qui se mêlaient au bruit des pompes à eau. Hans a essayé de pousser le visage du tigre, puis la mâchoire inférieure. Ses mouvements étaient le petit lit sous le poids lourd.
Raja le traînait contre le bord de la porte, centimètre par centimètre. Les radios grésillaient. Un gardien courut chercher des cartouches à blanc. Un autre saisit la manivelle du treuil manuel. Les parents tirèrent leurs enfants vers le bas et reculèrent de la rambarde. Les premières détonations à blanc retentirent, vives et sèches dans le couloir. Raja sursauta, mais ne lâcha pas prise. Une autre paire s'est cassée. Le tigre a mordu à nouveau, plus haut près de l'épaule, et a poussé Hans sur son dos. Ses bottes ont raclé le sol. Un trousseau de clés a glissé et s'est arrêté près du mur. L'équipe de la porte a commencé à manœuvrer le treuil, tirant lentement le glisseur pour piéger le tigre dans la cage, mais l'alignement était décalé avec le corps de Hans coincé au bord. Un gardien a enfoncé un bâton dans l'écart pour écarter la tête de Raja. Un autre blanc a craqué. Raja s'est déplacé juste assez pour que le treuil gagne un autre pouce. La porte en acier a avancé contre le cadre avec un bruit de grincement. Le combat s'est raccourci avec des secousses et des grognements. La respiration de Hans était faible et humide. La porte se rapprochait à mesure que le personnel travaillait sur la manivelle du treuil. Un autre coup à blanc a été tiré et Raja s'est retiré dans la course. La porte a claqué avec un dernier cliquetis. Quand c'était sûr, 2 gardiens ont tiré Hans à l'écart. Il ne répondait pas. Sa chemise était déchirée sur la poitrine gauche et le ventre. Du sang avait traversé le tissu. Une radio cassée était posée à côté de sa hanche. Les visiteurs ont été déplacés du pont pendant que les médecins travaillaient sur le sol du couloir. Le bruit de la pompe était soudainement fort sans les voix des gens. Les responsables sont arrivés en quelques minutes, suivis par l'équipe vétérinaire. Raja a reçu des médicaments pour le faire dormir et a été déplacé dans un autre enclos. Le sol montrait des marques de rayures à la porte, une trace sur le seuil et une marque circulaire du seau qui tournait. Hans a été déclaré mort sur place. Le zoo a publié un communiqué le lendemain et a ajouté une petite plaque commémorative près de l'exposition des tigres. Après l'incident de la porte qui a glissé, une autre tragédie a montré que le danger ne concerne pas toujours l'acier ou les serrures. Parfois, la véritable menace vient des animaux eux-mêmes. Ce qui a commencé comme un travail de routine s'est rapidement transformé en quelque chose que personne sur le terrain n'oubliera jamais. C'était le 4 mars 2017. Le zoo de Johannesburg, Afrique du Sud, était animé avec des visites en après-midi chaude alors que les écoliers se penchaient sur les rampes près de la maison des primates. David Mokoena avait 47 ans et avait travaillé avec des chimpanzés pendant de nombreuses années. Il a grandi à quelques kilomètres du zoo, il préférait l'enseignement tranquille au grand spectacle. Il faisait passer des groupes scolaires à travers des notes de comportement et soulignait la différence entre les jeunes chimpanzés qui jouent et les démonstrations des adultes. Il notait plus de détails que nécessaire et signalait de petites réparations que d'autres ignoraient. Il reviendrait après la fermeture pour s'assurer que les conduites d'eau étaient défermées. Le personnel était réduit cette semaine-là. Un gardien était malade et un autre aidait à déplacer une girafe vers un autre zoo. Donc David a pris en charge les tâches de transfert qui nécessitaient généralement 2 personnes. Il a accepté de le faire parce que les visites d'étudiants étaient en retard et il voulait garder l'alimentation et le nettoyage à l'heure. Son plan était simple. Déplacer 2 chimpanzés dans des enclos de détention, libérer la zone principale, puis revenez pour donner une courte présentation à un chercheur invité et à un stagiaire. La zone des chimpanzés était en forme de L avec des salles et des parcours connectés. Un couloir de transfert en béton reliait les tanières de nuit à l'exposition de l'île. Des portes lourdes glissaient de haut en bas dans des canaux en acier. Les loquets rouges étaient à hauteur de taille, là où les mains devraient aller. Une cage de contention s'ouvrait par l'extrémité opposée pour des examens médicaux. Depuis la fenêtre accessible au public, le groupe de visite ne pouvait pas voir le couloir lui-même. Il pouvait seulement entendre le métal frapper le métal, et le son des chimpanzés marchant sur le sol en contreplaqué, rugissant. Les chimpanzés sont petits mais très forts. Les mâles adultes pèsent généralement entre 90 et 130 livres. Leurs bras peuvent soulever leur poids corporel à la force de leurs mains et déséquilibrer une personne en 1 seconde. Leurs mains sont faites pour saisir et déchirer. Leurs dents peuvent découper la peau et les muscles. En groupe, ils collaborent et peuvent passer de la curiosité à la colère quand quelque chose les agace. Vivre en zoos crée des routines, mais ne change pas leurs instincts sauvages, spécialement près des portes, de la nourriture et des fenêtres d'observation bondées. Il y avait des signes d'avertissement. Pendant 2 jours, un jeune mâle s'était agité lorsque les foules se pressaient contre la vitre. Il frappait et rebondissait sur le treillis. Ce matin-là, la radio a rappelé de garder des doubles barrières et de bien voir avant de passer un point de contrôle. Avec moins de personnel, David a dit aux stagiaires de garder les étudiants à la fenêtre pendant qu'il gérait les chimpanzés dans le couloir seul. Il a amené le premier chimpanzé dans le couloir de transfert avec de la nourriture et a fermé la tanière derrière lui. Normalement, il s'arrêterait et vérifierait 2 fois le verrou, mais le bruit de la zone d'observation a attiré son attention. Un groupe d'étudiants s'était pressé contre la vitre, criant et frappant malgré les avertissements du guide. David tourna la tête un instant pour les faire reculer. À ce moment, le jeune adolescent à l'arrière s'élança, poussant contre la porte avant qu'elle ne soit complètement fermée. Le cadre trembla, le métal a résonné, les épaules du chimpanzé sont passées par l'écart et 2 autres ont suivi rapidement.
Un est devenu 4 en quelques secondes alors que 2 femelles et un autre jeune chimpanzé poussaient à travers l'ouverture. Les cris du groupe de visiteurs sont devenus plus forts et se sont transformés en un bruit constant. Dans le couloir, les chimpanzés remplissaient l'espace, piégeant David contre une porte qu'il ne pouvait pas ouvrir sans les laisser atteindre le côté public. Il a appuyé un pied contre le cadre de la porte et a essayé de garder ses mains loin de leur bouche, mais le premier coup l'a déséquilibré. Un deuxième coup l'a abattu au sol. L'attaque est venue par vagues. Une main a saisi son poignet et l'a tordu. Un autre chimpanzé a frappé son bras contre le béton. Les dents ont trouvé son épaule et son bras. Il a libéré une main et a essayé de protéger sa gorge. Ses pieds sont glissés sur la poussière alors que les animaux tournaient autour de lui. Les bruits étaient à des cris, une respiration lourde, de la peau frottant sur le béton et le claquement creux d'une porte qui ne voulait pas se fermer. L'interne a pris de petits cailloux d'un bac à fleurs juste à l'extérieur du chemin des visiteurs et les a jetés par la fenêtre de service ouverte vers le couloir, non pas pour frapper les animaux, mais pour les effrayer. Les pierres ont rebondi et se sont dispersées. Le chercheur a crié à la radio pour demander de l'aide et a commencé à faire reculer les étudiants sur le chemin. Un gardien à la porte éloignée a commencé à préparer des médicaments sédatifs. Le superviseur des primates a couru avec un fusil à fléchette depuis la clinique. David roula vers le couloir, utilisant le mur pour le soutenir. Une femme a mordu sa jambe et l'a traîné en arrière. Le jeune homme adolescent a frappé son visage et tiré sur ses doigts. Du sang s'est accumulé sous son bras et a laissé une courte traînée là où il avait été traîné. Il s'est mis à genoux et est tombé à nouveau alors que 3 corps se pressaient et le frappaient avec des mains ouvertes et des poings. Le gardien en chef a atteint la fenêtre du couloir, a visé et a tiré une fléchette dans la cuisse du plus grand mâle. L'animal a sauté et tourné, arrachant la fléchette et la jetant contre le mur. Une deuxième fléchette s'est plantée. Après 1 minute, les mouvements du mâle ont ralenti. Les autres se sont tournés vers la vitre, frappant et rebondissant tandis que le personnel claquait une barrière entre la fenêtre publique et le couloir. Le bruit extérieur a diminué. À l'intérieur, les cris continuaient. Une femelle grimpa au sommet de la structure et se laissa tomber sur le corps de David, lui coupant le souffle. Une autre lui agrippa les cheveux et lui frappa la tête contre le sol. Le gardien principal avança avec un bouclier anti-émeute, le plaça entre les animaux et traîna David par sa ceinture tandis que les drogues commençaient à agir. Les coups des adolescents mâles devinrent plus lents. Une 3e fléchette a trouvé une épaule. Le couloir s'est calmé avec des respirations lourdes et des sons bas. Les médecins sont arrivés dès que le dernier animal est tombé et a été attaché avec des sangles. Les manches de David étaient déchirées, ses bras montrèrent des coupures profondes et des contusions. Son visage et sa tête montrèrent des coupures profondes. Il ne répondait pas aux voix. Ils ont travaillé sur lui par terre, puis l'ont déplacé sur une civière et l'ont sorti par une porte de service vers une ambulance qui attendait près du parking du personnel. Le soir, le couloir avait été photographié et nettoyé. Une chaussure se trouvait près de la porte avec son lacet cassé. Un poste de radio avec une antenne fissurée était posé sous un banc. La sécurité a fermé la fenêtre de visualisation jusqu'à ce que de nouvelles serrures puissent être mises sur les points de verrouillage. David a été déclaré mort à l'hôpital. Cette semaine-là, les enfants sont revenus déposer des fleurs à l'entrée et coller des dessins de chimpanzés sur la clôture. Les nouvelles règles exigeaient qu'une 2e personne vérifie chaque barrière et interdisaient les transferts à une personne dans ce couloir. L'attaque du primate a été remplie de bruit et de panique. Le cas suivant s'est déroulé en Ontario, où le silence et la neige ont presque tout englouti. Et cela a commencé par quelque chose de si petit que cela n'aurait jamais dû avoir d'importance. C'était le 12 janvier 2018. Le centre de sauvetage de la faune en Ontario-Nord était silencieux sous une épaisse couche de neige, avec du givre recouvrant les enclos et le bourdonnement d'un générateur diesel se propageant dans l'air froid. Paul Henderson avait 41 ans. Il avait travaillé au refuge privé pendant plus de 10 ans, s'occupant d'ours noirs qui avaient été amenés en tant qu'oursons orphelins ou déplacés d'attractions routières. C'était un homme discret qui vivait seul dans une petite cabane sur la propriété. D'autres travailleurs ont dit qu'il était fiable et doux avec les animaux. Il élevait rarement la voix, même lorsqu'il mettait sa patience à l'épreuve. Il était connu pour créer des liens avec les ours que d'autres trouvaient difficiles. Il avait élevé Shadow, un ours noir mâle, depuis qu'il était ourson, après que sa mère ait été tuée par des chasseurs. Les deux avaient partagé plus de 15 ans dans la même région. Le travail en hiver était plus lent, mais plus dangereux. Les ours ne dormaient pas complètement au centre, se réveillant pour se nourrir pendant les périodes de douce chaleur. Paul travaillait habituellement avec un autre gardien pour les nourrir. Mais le manque de personnel l'avait laissé seul ce matin-là. Il ne s'est pas plaint. Il avait l'habitude de prendre du travail supplémentaire lorsque d'autres étaient des malades ou que les routes aient été fermées par la neige. Son objectif était de passer rapidement à travers la routine avant qu'une équipe d'entrepreneurs n'arrive pour travailler sur une nouvelle clôture. Il portait le seau de nourriture lui-même comme il l'avait fait de nombreuses fois. La zone des ours s'étendait sur un acre de sol gelé. La neige accumulée contre le grillage et les lourds poteaux en bois étaient bien décoiffés de glace. Une ouverture de tanière construite avec des poutres menait sous terre où Shadow passait la plupart de l'hiver. À l'extérieur de la tanière, la surface était couverte de neige et marquée de traces d'animaux. Le givre pendait des branches des arbres au-dessus. L'air sentait légèrement le diesel et l'alimentation provenant du hangar de préparation.
Les ours noirs sont plus petits que les grizzlies, mais néanmoins puissants. Les mâles adultes peuvent peser entre 300 et 600 livres. Leur force suffit largement à maîtriser une personne, leur mâchoire peut briser un os. Malgré leur taille, ils se déplacent avec une vitesse surprenante, couvrant de courtes distances en quelques secondes. En captivité, ils apprennent les routines alimentaires mais restent sauvages, surtout lorsqu'ils sont contrariés ou lorsque des odeurs perturbent leurs instincts. L'odorat d'un ours est l'un des plus aiguisés du règne animal. Ils peuvent détecter des odeurs à des kilomètres de distance. Il y avait des signes d'avertissement. Shadow était agité depuis des semaines, dérangé à plusieurs reprises par le personnel qui déneigeait le toit de la tanière et par les générateurs qui fonctionnaient plus longtemps que d'habitude. Un autre gardien avait remarqué qu'il marchait à des heures inhabituelles et avait suggéré d'être prudent. Paul le savait, mais il faisait confiance à son lien avec l'animal. Ce matin-là, il s'était aussi occupé de poissons pour d'autres secteurs et portait l'odeur sur ses gants et ses manches. Il n'a pas changé d'équipement avant de passer à l'enclos de Shadow. Pendant des années, il était entré avec les mêmes vêtements sans jamais avoir de problème. Paul a ouvert la porte avec le seau de nourriture et a marché sur la neige durcie. Shadow est sorti de la tanière, se déplaçant doucement, sa tête oscillant d'un côté à l'autre. L'ours s'est arrêté, a reniflé l'air et s'est concentré sur le bras gauche de Paul au lieu du seau. Les gens qui l'ont vu plus tard ont dit que le langage corporel de l'ours a changé au moment où il a senti le tissu. Paul a posé le seau près de l'endroit habituel de nourrissage, mais Shadow l'a complètement ignoré, se dirigeant directement vers lui. L'attaque a été soudaine. La neige craqua sous les lourdes pattes alors que l'ours réduisait rapidement la distance. Paul leva un bras, mais Shadow frappa haut, le renversant sur la neige. La première morsure s'agrippa à son épaule, le secouant violemment contre le sol gelé. Paul poussa un cri, étouffé par le son des grognements profonds. Ses bottes raclèrent la glace alors qu'il essayait de se libérer. Un collègue, arrivant en retard avec des outils, a entendu des cris et a couru vers l'enclos. De l'autre côté de la clôture, il a vu Paul plaqué au sol. Les mâchoires de Shadow étaient déverrouillées sur le haut de son corps. Le sang tachait la neige de taches sombres qui s'étendaient rapidement. La main libre de Paul poussait faiblement la tête de l'ours, mais le poids sur sa poitrine lui laissait peu de marge de manœuvre. Les ouvriers du bâtiment à proximité saisirent des plaques de métal et les frappèrent contre la benne d'un camion. Les coups retentissants résonnèrent à travers la forêt, se mêlant aux voix criardes. Shadow a à peine réagi, traînant Paul sur quelques mètres vers l'entrée de la tanière. Les grognements de l'ours étaient au profond, s'élevant à chaque traction. Les mouvements de Paul ralentirent. Son bras, qui poussait auparavant, s'immobilisa contre la neige. Le collègue a crié dans sa radio pour obtenir de l'aide, essayant de distraire l'animal en frappant les poteaux de clôture avec un pied de biche. Le son s'est propagé, mais Shadow est resté concentré, appuyant avec ses pattes avant et secouant Paul à nouveau près de l'entrée de la tanière. La neige volait autour d'eux. La veste de Paul s'est déchirée, sa manche était sombre de sang. Les agents de la faune sont arrivés sur les lieux en quelques minutes, mais à ce moment-là, Paul ne bougeait pas. Un fusil a été levé, puis abaissé en faveur de fléchettes, mais la position de Shadow sur le corps rendait un tir clair difficile. La décision a été prise rapidement. Un coup de feu a retenti dans la région. L'ours est tombé près de la tanière, lourd dans la neige. Les agents sont entrés et ont libéré Paul, mais il n'y avait aucun signe de vie. Le soir, le sol avait été dégagé. La neige tachée de sang a été déblayée et le seau de nourriture ramassé, encore à moitié plein. Les gants déchirés de Paul ont été collectés comme preuve. Une montre cassée se trouvait dans la neige piétinée près du portail. Le corps de Paul a été incinéré et ses cendres ont été dispersées sur un sentier forestier à proximité qu'il avait souvent parcouru seul. Shadow a été abattu sur les lieux. Les journaux locaux ont publié de brèves histoires, qualifiant cela de rappel tragique des risques de travailler avec des animaux sauvages. Au refuge, un simple panneau en bois a été placé près de la zone des ours avec le nom de Paul gravé dessus. Merci d'avoir regardé. Si vous êtes prêts, la prochaine rencontre vous attend à l'écran de fin uniquement sur Rencontres Animales.